Non, j'ai fini de lire complètement. Il n'y a pas de projection. Et dans le domaine, par exemple, économique qui m'intéresse, on a parlé de la mobilisation des recettes de cette année et en se fiant à la loi des finances, au projet de loi des finances initiales, ce sont les données qui ont été réchauffées par le Premier ministre dans son discours. Il devait aller au-delà et parce que c'est un programme de référence intérimaire. Oui, mais il a parlé aussi de la mobilisation pour 2024. Pour 2023, c'est 27 000 milliards, plus de 27 000 milliards. Pour 2024, c'est plus de 31 000 milliards. Non, ça c'est cette année. Ouais. Ça c'est 2023. C'est pour 2023. Pas 2024. 30, et c'est ce qui vient d'être voté tout à l'heure. C'est ce qui doit être voté par l'Assemblée, par le CNT. D'accord. Et donc, ça c'est une première chose. Et deuxième chose, le taux de croissance également, il n'y a pas de projection qui a été faite par le Premier ministre, c'est important. Et le taux d'inflation, pas de projection également qui a été faite. Projection, c'est pour 2024 notamment 2025, parce que le programme de référence intérimaire, c'est jusqu'en 2025. Ouais. Alors, en tout cas, le taux de croissance, il le situe pour 2023 et 2024. Exactement. 2024. Oui, mais c'est jusqu'à 6,4% en 2024. Et en 2025. Non, ça, il ne l'a pas dit. Voilà. Il ne l'a pas dit. Donc, ça, mais déjà 2024, c'est une perspective. C'est déjà une perspective. Oui, mais nous sommes en fin 2022. Oui, mais 2023. Et même le budget 2023, on connaît déjà les perspectives de 2023. Non, mais en principe, on va. Non, attendez, permettez-moi. En principe, on va en parler parce que 2025 ne devrait pas trouver la transition ici. Non. La transition. Non, en principe. Ça, c'est les discours. Ça, c'est les commentaires que nous aurons à faire tout à l'heure. Mais ce qui a été dit, c'est-à-dire que 2023, les perspectives sont connues. Il l'a dit dans son discours. 2024, les perspectives, la projection, il a faite. 2025, en principe, il devait le faire. Il devait faire cette projection. Et donc, ça, c'est important. Donc, il y a beaucoup de choses. Et l'autre chose qui m'a un peu amusé dans son discours, et certainement que les gens... Certainement que les gens se sont... Je ne sais pas comment cela a glissé dans le discours, c'est la fluidité du trafic aérien. Et parce qu'ils disent qu'ils vont se battre pour avoir une fluidité du trafic aérien. Alors cela voudrait dire que d'ici là, la Guinée va avoir une compagnie nationale et qui pourrait assurer le trafic national et donc fluidifier le trafic aérien. Je ne sais pas, le trafic aérien à partir de l'aéroport, à travers les projets qui sont en train de... Ou peut-être c'est le nombre de passagers qui passent par l'aéroport. À travers les projets qui sont en train d'être menés. Et puis, il a parlé de la desserte également, les perspectives de desserte, mais on ne sait pas quel type de desserte. Parce que ça, non, ça n'a pas été spécifié à la page 17. Et donc, il venait de parler des améliorations enregistrées, notamment à Conakry et en Zérékoré. Après l'interconnexion. Oui, mais il avait parlé aussi de la desserte en eau. Après les financements saoudiens, et les financements de BND. Et donc, ça aussi, ça a été dit. Donc, oui, c'est 8 millions de dollars que la Chine a donné. On a parlé de la couverture également que les Saoudiens ont donné pour l'adduction d'eau à l'intérieur du pays. 23 millions de dollars donnés par les États-Unis et 283 millions d'ETS par le FMI. Non, ça c'était pour montrer que si un peu plus bas, la Guinée est isolée parce qu'on traverse il fallait préciser. Alors, se détrompe. Si on se met à trouver des réponses, c'est que il devait être précis pour ne pas nous amener à trouver à spéculer justement sur ce qu'il devait dire. Oui, Cheikh Sadibou. Alors, moi je n'en doutais point pour ce qui est de la structure rédactionnelle, quand on sait que le Premier ministre aujourd'hui, quand même, il est entouré par des techniciens qui s'y connaissent bien, et que ce soit conseil en communication ou conseil encore chargé de la citoyenneté, etc. Il est vraiment bien entouré des techniciens qui ont pu l'appuyer pour ce qui est de la rédaction de ce document, et ce qui amène à dire aujourd'hui que la facilité qu'il a eue pour le rendu, et surtout que c'était pas volumineux, parce que moi j'étais en train d'établir une comparaison avec ce qu'on a connu il y a juste 2 ans avec le cas de Kassori, qu'il avait fait plus d'1h30 de discours. 1h30 minutes, on se rappelle. À peine 35 et aujourd'hui, minutes. Oui, à peine 35 minutes, donc c'était pas volumineux. Ça facilite. C'est le condensé. Voilà, c'est le condensé. Maintenant, s'il faut revenir sur le contenu, le fond, je me dis qu'il y a plus de bilan exposé que de perspectives. Et là, je rejoins mon monument. Parce que quand on dit, par exemple, des perspectives, c'est vrai qu'il ne faut pas aller au-delà des 24 mois, parce que la transition telle qu'a été définie, et il l'a même signalé d'ailleurs
dans son discours de commun accord avec la CEDEAO, les 24 mois. Et quand on compte à partir des 24 mois, même si pour le moment il y a toujours un flou pour ce qui est du départ, mais tenons compte de ce qui a été dit la fois dernière, le 4 décembre. Et s'il faut donner à partir du 4 décembre, ça veut dire que c'est 2 ans juste. Et quand on parle de 2 ans, il ne peut pas aller dans son discours et parlant des perspectives au-delà de 2023. Mais toujours, nous attendions, en tout cas personnellement, qu'il y ait plus de perspectives que de bilan. Parce que ce qui est dit, pour ce qui est du blanc, c'est des choses qui sont déjà connues. Les assises nationales, l'immersion qui a été faite, l'immersion gouvernementale, le dialogue inclusif, et là même d'ailleurs où il a signalé, on va revenir tout à l'heure, de façon séquentielle pour parler de ce dialogue inclusif qui a connu la participation de toutes les parties prenantes. C'est la question qu'il faut se poser. Et ensuite, de l'autre côté... il parle de 80% de ceux qui doivent participer, qui prennent part aujourd'hui. La porte reste ouverte aux autres. C'est ce qu'il a dit. 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 La suite va nous dire exactement ce qu'il a dit. On va analyser tous ces points. Et surtout au niveau de la conjoncture internationale où il fait allusion à la Covid, à la guerre à l'Ukraine ou encore au réchauffement climatique. Malgré tout, la Guinée a pu stabiliser. En tout cas, le gouvernement guinéen avait une maîtrise des prix sur le marché national. C'est une chose quand même qu'il faut questionner parce que quand on sait qu'aujourd'hui, parlant du panier de la ménagère, il y a des choses à dire. D'accord. Mais c'est un premier ministre quand même qui, dans son discours, rendait beaucoup hommage à celui qu'il a nommé, Mamadi Doumbouya. Est-ce que le culte de la personnalité, la fabrication du culte de la personnalité, on n'en a pas encore fini dans notre pays? On n'en a pas fini. Parce qu'avec les titres ronflants, quand il commence, président de la transition, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, et même dans le discours du président du CNT. Oui, mais ça, on va dire, on n'en a pas fini avec le culte de la personnalité dans notre pays, mais en même temps, ce n'est pas une surprise, c'est peut-être vraiment le contraire. Oui, mais quand on a promis la refondation, quand on a promis le gouverner autrement dans le autrement, il faut faire maintenant les choses autrement. Vous et moi, nous suivons les discours officiels depuis l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya à la tête du pays. Nous savons que, de ce point de vue-là, la rupture ne se paiera pas tout de suite. Nous savons ça, nous le savons. Il suffit de suivre les gens. On en a déjà débattu. On a déjà débattu de ça ici. Et moi, je voudrais peut-être revenir surtout sur... Vous savez, désormais, c'est classique. À chaque fois qu'on a un discours officiel, on fait d'abord le bilan de ce dont on a hérité. Et c'est vraiment dépeint en noir. Mais on réussit subtilement. Oui, parce qu'il a encore justifié le coup d'État. Exactement. Mais bizarrement, on réussit à extraire du bilan les forces de défense et de sécurité. Totalement. Et voyez-vous, on dit les forces de défense et de sécurité ne sont pas restées indifférentes. Attention. C'est-à-dire, là, on est en train de biaiser le bilan. Parce que, moi, j'ai envie de dire que dans tout ce qu'on a dénoncé dans ce pays... C'est pourquoi j'ai dit à Monument aujourd'hui, tout le monde veut devenir maintenant militaire. Et dans tout ce qu'on dénonce en Guinée depuis 1958, j'ai envie de dire que l'armée emporte la responsabilité à au moins 40%. Parce que c'est en réalité la légitimité de tous les pouvoirs. Moi je reprends la notation, je dirais 70%. Voilà. Parce que l'armée garantit le bon fonctionnement des institutions républicaines. On ne peut pas du jour au lendemain. On n'a pas dit à l'armée de s'immiscer dans la gestion du pays, mais on a demandé à l'armée de garantir l'intégrité territoriale et le bon fonctionnement des institutions. Ça, c'est pas garanti. Non. L'intégrité territoriale. Non, mais est-ce qu'on a dit à l'armée de prendre le pouvoir? Non, c'est ce qui est dit. Ça dépend. Moi, j'extrairais aussi le premier. J'extrairais aussi on appartient. Les 26 premières années. Ça dépend du camp auquel on appartient. C'est pas du camp auquel. Le débat, il est toujours posé. Non, le débat, il est toujours posé. Est-ce que l'armée doit s'immiscer? L'éruption de l'armée est souhaitée, condamnable, donc ça dépend le débat. C'est un débat sans fin. Donc on vous dira que quand il n'y a pas d'issue et quand les libertés sont menacées, ça c'est un camp qui le dit. L'autre camp vous dit la menace des libertés, qui met ça à exécution? Non, c'est le pouvoir. C'est les forces. Non, qui met à exécution? Oui, attendez, ce que je vais vous dire. C'est un débat qui est toujours posé. Celui qui gère le pays. Le pouvoir est détenu par un président de la République. Aujourd'hui, Mamadi, un président. Aujourd'hui, c'est Mamadi, le chef de l'État. Hier, c'était quelqu'un d'autre. Et donc, il est le garant
du bon fonctionnement de toutes les institutions, y compris l'armée. Y compris l'armée. Alors, un coup d'État dans un pays, on vous dit par exemple que c'est l'échec de réforme de l'armée. Ça, on vous le dira ailleurs, par exemple, que c'est l'échec des réformes qu'il a eu au sein des forces de défense et de sécurité, parce que la réforme vise à amener les forces de défense et de sécurité à être républicaines. Donc voilà, donc si cela... Qui est le premier? Si l'armée sort de ce confort, est-ce que c'est un confort? De toutes les façons, l'armée sort de ce carcan pour venir goûter au confort du pouvoir. Ça veut dire que les réformes qui ont été menées en réalité, ont laissé un goût d'inachevé. L'armée, en réalité... Ça, c'est... On va ok, je pensais que je pourrais continuer. Non, en fait, moi c'est pas en rapport avec les comment je veux dire ça, l'émission de l'armée, notamment par la prise du pouvoir, c'est pas ça. Je veux dire simplement que l'armée a garanti, c'est-à-dire a été une caution. Les pouvoirs qui étaient là n'ont jamais tiré fondamentalement leur légitimité de la population. C'est essentiellement de l'armée que ces pouvoirs-là ont tiré leur légitimité. Et les gens n'ont pris le pouvoir que... Et même maintenant, parce que le budget de l'armée, après le passage des différents ministres, et au niveau de l'armée, on parle de plus de 5 000 milliards en moins d'une année. Non, honnêtement... Qu'on me dise, un tel montant a été dépensé dans quel secteur? L'éducation? Non. La santé? Non. Les infrastructures? Non. Mais on dit c'est l'armée. Et à chaque fois qu'on a perpétré un coup d'État, on invoque toujours la déliquescence de l'ancien régime, mais en réalité, on a ses propres intérêts qu'on défend dans un coup d'État. Tout le reste, c'est de l'habillage, on essaie de justifier juste par le contexte qui prévaut. Oui. Alors moi je veux, un coup d'État ne réussirait pas si l'ancien régime n'est pas défaillant quelque part. Un coup d'État mais la défaillance de cet ancien régime comporte l'armée. La défaillance de cet ancien régime était... Sur ce, c'est un élément de l'armée. Je suis d'accord avec vous. Voilà. C'est-à-dire on ne peut pas déresponsabiliser l'armée. De la moralisation, aucun responsable militaire n'est inquiété. Exactement. On a l'impression que les militaires, les hauts gradés, eux, tu sais qu'ils ont obtenu, ils l'ont eu convenablement, peut-être qu'ils étaient encore sur le front. Mais on connaît beaucoup ici. Mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est toujours les cadres administratifs, c'est toujours au niveau de l'élite politique. Des débats intéressants qui doivent être toujours au niveau de l'élite politique. Voilà, la moralisation dans la gestion au niveau de la grande militaire, ça c'est important. Elle ne se reproche absolument rien. Maintenant, pourquoi l'armée a fait le coup d'État? Ça c'est personne n'est inquiété aujourd'hui. Ça c'est derrière, on parle. Je dis ça c'est un débat important. Oui, personne n'est inquiété. Et ça c'est un débat important. Et je vais revenir sur ce que il a relevé dans le discours de Dansa. Ça, c'est important. Et quand Dansa rappelait l'article fondamental de la transition qui parle des libertés, des libertés fondamentales, et il dit aujourd'hui, en rappelant également que la prison, c'est l'exception, privation de liberté et tout ce qui s'ensuit, ça doit être une exception, et c'est la liberté qui est la règle, et que cela est constamment violé. Et donc, j'ai vu par contre le ministre, en tout cas, parce qu'il y a plusieurs personnes qui faisaient le direct dans la salle au-delà du direct de Dioma. J'ai vu le ministre qui n'était pas du tout intéressé par ce discours-là qui était dans son téléphone. Le premier intéressé, celui qui est intéressé. Charles White. Le premier, oui, je l'ai vu la tête baissée dans son téléphone parce que c'est un discours qui interpelle. Et quand vous venez, vous dites que vous voulez changer les choses, il y a beaucoup de choses qui ont été changées tout à son actif, monsieur le ministre de la Justice, mais il reste encore ce volet important. Et parce que quand on est là encore à parler de privation de liberté d'une manière pas très honorable, pas très concevable, et je pense qu'il faut y mettre un curseur et trouver une solution. Et ça, le discours, ce volet du discours, c'est important. Mais ce que Dansa il est vraiment interpellatif. Dansa n'a pas. Sauf que lui, sa réponse a pris carrément le contre-pied. Le discours du Dansa ne sait pas plutôt attendre. Il pouvait pas. J'ai l'impression qu'il se satisfait de la façon dont le dialogue est en train d'être mené parce qu'il n'a pas de grandes choses là-dessus. Et il y avait tous les interlocuteurs. Sinon, tous ceux qui sont concernés par le dialogue, par l'organisation du dialogue, y compris le Premier ministre, qui est désormais le promoteur du dialogue social politique en Guinée. Ouais. Et donc, il fallait dire un mot. Mais c'est parce que la charte dit... une pause. On se reprend tout à l'heure pour la suite de l'émission. On refait le